Alors, comme il est de coutume, je vais déjà peut-être dire deux mots de où je parle. Donc, j'ai réalisé donc, une thèse sur le Parti vert qui a été soutenue en 2014 à l'Université de Paris 1, qui a été dirigée par Frédéric Latonti. La particularité de cette thèse, c'est d'avoir osé le pari de faire une sociologie de l'engagement militant par l'engagement militant et pendant l'engagement militant. Autrement dit, j'ai fait mon terrain de thèse en militant le Parti vert et en y acceptant tous les postes qui s'offraient à moi, c'est-à-dire militante de base, directrice de campagne, collaboratrice d'élus, directrice de cabinet, vice-présidente du conseil régional, puis moi-même élue un mandat de maire adjointe et de conseillère communautaire, puisque la délégation des développement économique dont j'avais la charge avait été transférée à l'intercommunalité. Puis j'ai fini en beauté, si j'ose dire, parce que j'ai accepté, dans un contexte un petit peu particulier, d'être tête de liste au municipal en 2014. La ville est passée à droite au premier tour, mais j'ai donc testé d'être élue dans l'opposition. Présidente du groupe, etc. Donc, toute expérience, évidemment, qui me nourrissent, ce que j'ai pu écrire sur les verts, faisant le pari, bien sûr, d'avoir d'endosser le double stigmate pour les militants d'être pro-politistes et pour les politistes académiques d'être pro-militants. Voilà, en tout cas, j'ai fait des choses comme ça, je ne renie pas. En fait, du coup, mon immersion chez les Verts a commencé en 2002, donc je suis une militante du 22 avril 2002, donc la date de cette explication en elle-même. J'entretiens maintenant avec le collectif Vert un rapport évidemment plus distancé, puisque j'ai quitté mes fonctions d'élu en 2015. J'avais accepté de siéger dans l'opposition pour former les autres élus de la liste parce que je savais, et je l'avais bien incorporé, quel était le coût d'entrer dans le champ politique et dans les institutions. Et voilà, je ne voulais pas que ceux qui suivent payent le même coût. On essaie toujours que l'expérience personnelle serve un peu aux autres. Alors, le contexte dans lequel on parle est effectivement un contexte de lutte sociale, mais c'est aussi un contexte dans lequel les partis, alors en France, les partis politiques ont une très bonne presse, mais alors là particulièrement, ces temps-ci, c'est vraiment, les partis n'ont pas du tout bonne presse. Et évidemment, du point de vue du Parti vert, là, c'est chronique d'une mort annoncée, mais si j'ose dire, j'ai quelque chose qui me permet de résister peut-être un peu mieux aux critiques actuelles, c'est que la mort du Parti vert est annoncée après chaque élection, une forme de mouvement un peu comme ça, de retour à vont-ils enfin presque mourir ce coup-ci ou pas, et finalement jamais. Donc le contexte de mort annoncé des partis politiques ne change pas grand-chose à mon objet. Le vert est-il encore la couleur de l'espérance ? Ou autrement dit, pour rentrer maintenant dans le vif du sujet, ma question, et ce dont je voudrais débattre avec vous aujourd'hui, est, autrement dit, l'écologie politique peut-elle être à la fois un horizon désirable, c'est ça l'espérance, un horizon désirable, et un opérateur de lutte, ou des luttes sociales, des luttes écologiques, des luttes environnementales. Si on considère ce binôme, horizon désirable et opérateur des luttes, on travaille, me semble-t-il, une question qui est au cœur de la compréhension du militantisme et du militantisme vert, qui est la question de l'idéal. Moi, j'en ai un petit peu soupé, si j'ose dire, de la question, mais c'est peut-être un petit peu ce que vous disiez au départ, du cynisme des hommes politiques, des femmes politiques, des professionnels de la politique. Voilà. Bon, il n'y a que quelqu'un qui n'a pas milité qui peut se contenter de cette explication par le cynisme, parce que le cynisme, et on est sûrement beaucoup dans cette salle à l'avoir vécu, ça ne suffit pas à se lever à 6h du matin pour aller tracter dans le froid avec absolument aucune chance de gagner des élections, ou presque, ce qui est le cas des écologistes. Donc l'explication par le cynisme, je trouve qu'elle cache plutôt qu'elle ne montre des choses, et voilà, elle coupe assez vite la discussion. Donc, la question de l'idéal est importante, l'idéal militant, l'idéal c'est ce qui fait se lever le matin.
et c'est ce qui structure en bonne partie la création finalement, même si elle est méconnue, oubliée, du Parti vert. Le Parti vert est créé dans une AG à Clichy en 1984 par des gens qui ont décidé de faire le pari, de faire ce qu'ils appellent, je mets des guillemets, la politique autrement, ou faire autrement de la politique. Alors, c'est devenu un slogan parce que c'est pas très robuste, hein, nos interférences du champ politique, autrement que qui, autrement que quoi. En tout cas, il y a une forme d'idéal et je voudrais dire aujourd'hui qu'on mesure beaucoup justement la capacité des professionnels de la politique ou des militants à faire rêver, à mobiliser les troupes, à faire voter, etc., en fonction de paramètres qui ne sont pas toujours les meilleurs, en tout cas pas toujours ceux qui permettent de comprendre ce que c'est pour un militant l'idéal. Bon, je voudrais m'attarder 2 minutes sur qu'est-ce que c'est que l'idéal vert, parce que c'était le cœur de la thèse d'une certaine manière. Un militant vert, c'est quelqu'un qui a X caractéristiques sociales toujours rebattues, je ne vais rien vous apprendre, plutôt CSPSU, plutôt très diplômé, etc. Bon, voilà. Ça, c'est ce que montrent les enquêtes quantitatives. Ce que montrent les enquêtes qualitatives et les longs terrains et surtout les entretiens biographiques que j'ai pu faire sur 2, 3, parfois 4 générations de militants, l'idéal vert, c'est ce qui est incorporé par chacun de ces militants écologistes et qui vient de son histoire de famille. L'histoire de famille des militants verts, ce sont des histoires qui sont travaillées par l'empathie avec les minorités en lutte. Je donne que quelques exemples, je n'ai pas le temps de détailler, mais ce sont des familles qui ont été très chahutées par l'histoire, on tâche. Beaucoup de familles juives communistes d'Europe de l'Est, et je dis bien juives communistes, les deux variables vont ensemble. Beaucoup de gens qui ont participé aux côtés des militants aux luttes sur la libération au moment de la guerre d'Algérie, donc aux luttes pendant la guerre d'Algérie. Beaucoup de gens dont les familles ont à voir avec la lutte espagnole antifranquiste, beaucoup de républicains qui ont fui, etc. Donc ces histoires de famille sont des histoires de gens qui ont dû quitter leur territoire. C'est peut-être pas pour rien que les militants écologistes sont assez empathiques avec les luttes des migrants, les borders, etc. Ce sont des familles qui ont énormément voyagé, qui ont toujours été des engagés politiques et qui ont souvent été persécutés pour leur engagement politique. Ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, c'est une histoire qui se transmet dans l'histoire des familles et qui fait des militants qui sont très robustes justement à la question d'être tout seul. Dans ma thèse, j'ai essayé de parler de quelque chose qui serait l'habitus minoritaire, c'est-à-dire à la fois cette incorporation d'histoire familiale, de lutte, d'empathie avec les minorités et avec des moments importants de l'histoire, mais aussi une forme de robustesse aux vilainies de la politique, aux échecs électoraux, qui fait que le militant vert ou les militants verts ont cette particularité, ils sont très pluriels. Je signale que longtemps, c'est le seul parti politique qui s'est dit au pluriel et volontairement, pas le Parti communiste, le Parti social, les Verts. Ce pluriel-là était y compris dans le signifiant de leur nom, même si c'est un peu moins voyant maintenant. Donc ce qui fait tenir ensemble ces militants verts, cette espèce d'armée mexicaine très raillée dans le monde des médias, combien de divisions, les coupeurs de tête, etc., à un moment donné, ça tient ensemble, et ça tient ensemble sur cette question de l'habitus minoritaire, c'est-à-dire sur cette manière d'hériter de son histoire, d'en être fier, et d'être capable de résister à la condition minoritaire dans le champ politique, c'est-à-dire de dire « oui, je suis peu nombreux, je suis une minorité, et alors rien ne m'empêche de croire malgré tout dans mon projet politique, dans mon idéal politique, qui n'est pas rien chez les Verts, c'est rien moins que transformer le monde pour éviter que l'humanité s'éteigne. » Donc, vous voyez, là on retrouve quelque chose aussi d'une autre partie importante des militants. J'ai parlé tout à l'heure des juifs communistes. Il y a énormément de militants socialisés dans l'institution catholique chez les Verts, énormément. D'ailleurs, leur langue est toute teintée de cet héritage-là, le lien entre le prochain et les générations futures, etc. Je pourrais développer longuement, avec un catholicisme particulier. Là, c'est peut-être à Jacques Labroix qu'il faut rendre hommage, sont des catholiques sur le parvis. C'est-à-dire qu'ils ont tous cette caractéristique d'avoir été socialisés, donc des socialisations ascétiques,
des socialisations religieuses, promptes à l'examen de conscience, à la privation. On fait attention à finir son assiette parce que les petits Africains coupent l'eau du robinet, parce que le tiers-monde, etc., en fonction des époques, mais qui ont cette particularité d'avoir rompu avec l'institution énormément au moment de l'encyclique Humanae Vitae, hein, donc tout simplement parce qu'ils sont aussi des militants féministes, des militantes féministes, et que évidemment les questions de l'avortement, du droit à disposer de son corps, etc., fait sortir beaucoup de militants et de militantes de l'institution catholique. Donc ils sont sur le parvis, mais néanmoins ils ont cette socialisation primaire qui leur permet de pouvoir faire, et c'est une particularité aussi des Verts, des militants minoritaires, qui est de retourner le stigmate pour en faire une fierté. Je donne juste un exemple, hein, pendant le mariage de Bègue en 2004, ce mariage réalisé de personnes de même sexe par Noël Manère, moi j'ai vu des militants verts qui sont allés jusqu'à endosser des identités sexuelles qui n'étaient pas les leurs pour défendre leur cause. On leur disait, mais alors vous êtes un parti de puté de PD. Comment ça de PD? Vous aussi alors vous êtes PD? Moi j'ai vu des hétérosexuels, oui, et alors? Et alors, l'égalité des droits. Ils vont jusque-là, c'est-à-dire à endosser des identités qui ne sont pas les leurs pour pouvoir défendre les causes. Et ils ont une deuxième particularité, c'est que ce sont les militants, peut-être les seuls, qu'on en interroge à ce point sur la cohérence entre leur projet politique et leur pratique personnelle. Il n'y a qu'à un Vert qu'on demande s'il a une voiture, puisqu'il dit qu'il ne faut pas en avoir. Il n'y a qu'à un Vert qu'on demande s'il a changé de marque de shampoing, parce que le pétrolane, c'est du produit au pétrole. Il n'y a qu'à un Vert qu'on demande s'il mange bio, puisque c'est ça qu'il prône, etc. C'est-à-dire que le militantisme vert est extrêmement coûteux, parce qu'il renvoie non seulement les prises de position dans le champ politique et dans l'espace public, mais aussi à des pratiques qui sont quotidiennes, qui sont parfois coûteuses. Il y a énormément de séparation dans les couples verts, les couples qui divorcent beaucoup, parce que quand il y en a un qui se convertit à l'écologie pratique quotidienne et que le reste de la famille suit pas, c'est assez douloureux. Donc c'est un militantisme qui est constamment comme ça, chahuté, renvoyé aux pratiques quotidiennes, et très stigmatisé, sur un autre mode que celui du Front National, parce que le Front National c'est un mode politique. Donc voilà, ils ont cette particularité-là. Alors comment on tient dans un parti politique qui fait quelques pourcents à la présidentielle, qui est constamment raillé, avec cette sorte de militantisme dur, hein, un peu stigmatisé, eh bien on tient avec ce fameux habitus minoritaire qui fait le lot commun des militants écologistes et qui disent oui je ne suis pas nombreux, oui je fais 1% à la présidentielle, et alors c'est pas une raison pour ne pas croire, ou c'est pas une raison pour décroire dans mon idéal, dans mon projet de transformation de la société écologique. Alors pourquoi malgré tout, et j'ai dit plein de questions, le Parti vert en est là? C'est-à-dire dans cette sorte de renouvellement en ce moment, hein, de fuite des militants, de renouvellement des générations militantes. Alors il faut tout d'abord dire que ce n'est pas la première fois que ça arrive. Le Parti vert, c'est ça constamment. Alors, là pour le coup, je fais une blague, parce que peut-être ce mot de poids minoritaire aussi, mais j'ai souvent dit que ma thèse a été qualifiée en sciences politiques et en sociologie. J'aurais dû la présenter en cosmologie, parce que dans le fond, j'ai fait une thèse sur l'univers. La manière dont il s'exploite, la manière dont il crache, la manière dont il s'exploite, et ça crache. Et puis le Parti vert, c'est ça l'expérience. Donc, retomber à 7 ou 8 000 militants, qui est globalement l'étiage habituel du Parti vert, c'est pas très grave. Ne plus avoir quasiment d'élus, ils n'en ont jamais eu beaucoup en réalité, hein, à part la dernière période des années 2010, 9 avec les élections européennes, 10 avec les régionales, etc. Donc en gros, pour un vert, là, rien de nouveau sous le soleil, si j'ose dire. Donc il n'y a pas de quoi décourager un habitus minoritaire, je vais le dire comme ça. Dans la période actuelle, il n'y a pas de quoi décourager un habitus minoritaire. Il y a en revanche à s'interroger, puisque une fois encore, les Verts sont en ce moment dans un processus de, alors ils ont dit cette fois réinvention, c'est toujours quelque chose. Donc là, c'est réinvention, et elle a été lancée avec des assises de l'écologie encore la semaine dernière, etc. La question, c'est comment finalement on refait le plein de militants
Et comment on envisage l'avenir proche, puisqu'il y a à nouveau des élections, et des élections européennes qui, comme les élections municipales, sont plutôt propices pour les écologistes à faire de relativement bon score. Alors comment on renouvelle les générations? Eh bien, deuxième blague, surtout ne tirez pas sur les scouts, parce que les scouts continuent d'irriguer très largement l'entrée dans le Parti vert. Ne tirez pas sur les minoritaires, les familles travaillées par l'émigration, les grands événements de l'histoire, les persécutions, parce que c'est ça qui fait le terreau du militantisme vert. Et puis surtout, pour les alliances, eh bien, là, on est confronté à quelque chose qui est toujours le même, et que je vais caricaturer parce que ça prendrait trop de temps de le dire dans le détail. Les Verts, c'est 3/3. Et depuis 1984, le jour de la constitution des Verts à la Clichy, c'était déjà ça, et ça n'a jamais changé. C'est 3/3. 1/3 de plutôt prompt à se rapprocher, même si le socialisme les a déçus. Dans la tête, j'ai appelé ça le DDS, les déçus du socialisme, trop social-démocrate, les trahisons de 81, de 83, etc. Donc des anciens du PSU, de la CFDT, etc. qui ont beaucoup irrigué à un moment donné les rangs du Parti vert. Ce premier tiers-là, il se dit toujours que dans le fond, c'est quand même les socialistes, pour peu qu'ils se renouvellent, qu'ils parlent d'écologie, voilà, c'est bien d'aller faire des choses avec eux. Bon, en ce moment, c'est Benoît Hamon, c'est Génération, et c'est ce tiers-là qui, historiquement, faisait déjà les rangs des soutiens de Dominique Voynet dans le milieu des années 90, etc. Donc toujours ce tiers. Il y a toujours un tiers d'autonomistes, qui est sur la ligne anciennement dite végétarienne, l'écologie n'est pas à marier, et qui dit en gros, l'écologie c'est un projet en soi, tout le monde en parle mais personne n'en fait, donc on a toujours intérêt à être là. Oui, on n'a jamais réussi, ce qui est vrai, à obtenir le monopole dans le champ politique de la représentation de l'écologie. Je rappelle que le Parti vert n'a jamais été le seul parti, c'est celui dont on parle le plus parce qu'il a le paradoxe d'être à la fois très petit et dit de gouvernement, depuis la gauche plurielle, mais il n'a jamais réussi à monopoliser dans le champ politique la cause de l'écologie. Donc ce tiers d'autonomistes qui dit on va voir, ça dépendra en fonction des élections, du contexte, mais non, il faut vraiment porter l'écologie comme autonome. Et puis un autre tiers, et qui est le tiers qui dit non, il faut ouvrir à gauche. Donc les anciens qui étaient dans les organisations de l'époque, 68, 70, 72, 74, qui étaient déjà dans les orgas et qui ont gardé cette idée que le Parti vert n'a de sens, surtout qu'il n'aime pas se dire comme parti, mais plutôt comme mouvement, qu'il n'a de sens qu'à partir du moment où il est connecté à la gauche de la gauche, aux luttes, aux mouvements sociaux, et qu'il ne faut pas se départir de ça. Donc le Parti vert, là, aujourd'hui, cette semaine, ce matin, je parle, c'est ces fameux 3/3 qui sont des tiers qui n'ont jamais changé. Le Parti vert, l'offre partisane, l'institution verte attire à elle comme un aimant ceux qui ont non seulement l'habitus minoritaire que je décrivais pour commencer, mais ces trois sortes de proximité potentielle, d'alliance partisane. Voilà. C'est comme ça et ça ne change pas. Donc la question c'est, et je vais m'arrêter là parce que j'ai déjà été trop longue, est-ce qu'une fois pour toutes, les militants verts se disent que voilà, c'est ça, être fidèle à eux-mêmes, c'est ça, c'est cette sorte de pluriel, cette sorte de mouvement peut-être un peu brownien, mais qui produit finalement toujours de l'idéal, de l'allant, de la lutte, de la volonté de participer à l'état du monde, ou est-ce qu'on s'en désespère? Je pense que là, pour le coup, il y a plusieurs équipes. Je vous remercie.